Alors, bonjour à tout un chacun. Merci de m'accueillir, de m'écouter aujourd'hui. Et vous allez constater que le titre a changé. Activité humaine et informelle. Et je suis passé à activité humaine, comme la contemplation, comme le point, le nœud de l'activité humaine. Mais en fait, c'est la même chose. En fait, ce sujet est un travail que je mène de façon orale avec un groupe d'entrepreneurs, les acteurs catholiques en entreprise du Bénin, que j'essaie d'accompagner à certains moments, vu que j'ai perdu plusieurs amis à cause du stress et du burn-out. Ils travaillent sans relâche et donc il m'est arrivé de procéder par une telle réflexion pour essayer de les faire venir, de les faire comprendre tout l'espace qu'il faut donner à la contemplation. En fait, le travail humain est un bien fondamental et nous le savons bien, ce travail relève de l'activité humaine qui est un ensemble plus vaste, mais le travail est au cœur de cette activité humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous parlons du travail, nous percevons plus le job, le travail rémunéré, et avec donc une place prépondérante à l'homo economicus. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui aimeraient gagner leur pain et leur vie. Et nous voyons aussi bien que quand il y a une grouille sociale, pour une baisse des charges ou une augmentation des salaires, il faut bien se demander qui paie. C'est-à-dire quel est le travail invisible ou le travail non salarié qui pourra minorer les coûts qui s'imposent. Il faut qu'on se pose aussi cette question. Et surtout, nous en Afrique, nous ne sommes pas du tout soutenus par une sécurité sociale quand rien ne va. Donc l'entrepreneur cherche ses propres fonds. S'il tombe, il tombe et il doit recommencer à zéro. Difficile de parler donc du travail hors du champ de l'activité humaine que saint Thomas d'Aquin a cadré comme activité contemplative, activité manuelle et activité intellectuelle. En fait, comme c'est un travail qui m'amène plutôt à faire méditer les personnes, je suis parti d'une pensée simple et limpide du franciscain Éloi Leclerc, dans un contexte de réflexion tout autre, quand il essaie de parler de la vie de Saint François. Mais cette réflexion est réaliste et actuelle. Il a dit « Le mot le plus terrible qui ait été prononcé contre notre temps est peut-être celui-ci, nous avons perdu la naïveté. » Dit cela, ce n'est pas nécessairement condamner les progrès des sciences et des techniques dont notre monde est si fier. Un tel progrès est en soi admirable, mais c'est reconnaître que ce progrès ne s'est pas réalisé sans une perte considérable au plan humain. L'homme, enorgueilli de sa science et de ses techniques, a perdu quelque chose de sa candeur. Alors le plan de mon travail sera l'activité humaine en ses principes fondamentaux, contemplation, l'intellectuel, le manuel. Pour moi, il s'agit de distinguer dans l'unité ces éléments dans la personne humaine. Le second point, c'est le travail et sa réduction à l'économique, le cauchemar du stress et du burn-out. Et enfin, les activités dites informelles. Et je vais prendre juste un exemple des tontines.
J'ai entendu parler de l'informel beaucoup hier au plan négatif, plus négatif que positif. Et moi, je regarde l'informel comme un élément positif. L'activité humaine, un tissu complexe dans l'unité des personnes. Je m'excuse auprès des métaphysiciens, je fais vraiment de la métaphysique pastorale, donc je change beaucoup de choses. La contemplation est une activité terminale. L'activité contemplative est fondamentalement spirituelle. La vocation de l'homme ou son désir, c'est d'être une hymne à la beauté dans le façonnement d'œuvres belles. C'est ensuite de s'élever au-dessus de ses œuvres pour tendre lui-même à coïncider avec la beauté. Donc la prière du contemplatif veut joindre et rejoindre le mystère. Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? En fait, tout part en quelque sorte de la contemplation pour revenir à la contemplation, ora et labora. Si le travail humain est un bien fondamental qui relève de l'activité humaine, il semble en être le cœur. Mais Attention, je me suis trompé. Par exemple, quand je demande aux élèves de décrire ou de disserter une thématique, je fais d'abord appel à quoi? À leur puissance d'imagination, qui peut être aussi appelée une puissance de contemplation. En quelque sorte, avant qu'ils rentrent dans les leçons apprises, dans les livres, tout cela, on leur demande d'imaginer, de penser, de contempler quelque chose. Et ce qui fait que la description d'une classe se fera selon la contemplation de l'un, l'aspect de la contemplation de l'un ou de l'autre. Un projet humain ne se raisonne pas ou ne se pense pas d'abord, il s'imagine ou simplement se contemple. Ensuite, l'intellect va juger de sa faisabilité. Parlons de l'œuvre intellectuelle, je vais assez vite, vous avez le texte. L'intelligence humaine suit un processus qui se meut dans le réel pensé, réel soumis à la réflexion et à la spéculation. Observer le réel plus le réfléchir peut soit rester au niveau du spéculativo-spéculatif, c'est-à-dire une tension vers une contemplation déracinée, pratiquement Dieu sans l'homme ou Dieu et l'illusion de l'homme, soit se réaliser au niveau du spéculativo-pratique, c'est-à-dire le dialogue avec le tout autre et le tout l'homme, dialogue avec le réel. Ce qui est remarquable dans l'activité intellectuelle, c'est l'abondance du transitoire allant de la substance à l'objet, de l'objet à la substance, ainsi se met en place la pensée. Et de l'activité intellectuelle, il ressort 4 éléments principaux. L'œuvre intellectuelle n'est jamais le produit d'un individu, mais d'une multitude. L'activité et repos ne coïncident jamais, même si du repos ou du rêve peut jaillir le requin, le j'ai trouvé. La production d'un résultat est importante, mais provisoire. La solution trouvée est généralement le socle d'interrogation nouvelle. L'activité intellectuelle se satisfait d'insatisfaction, car la beauté recherchée n'est pas dans la contemplation, mais dans la raison. Or, raisonner est de l'ordre du transitoire infini. L'intelligence est puissance d'interrogation perfectible. Que dit de l'activité manuelle, une activité transitoire réalisable? Justement, à cause de son aspect concret et pratique, du pratico-pratique, l'activité manuelle se présente à beaucoup de personnes comme le travail réel, le travail efficace. Le transitoire se saisit comme des étapes dans la réalisation d'une œuvre
en vertu du temps qu'on y met, des différents corps de métier qui interviennent, des lieux de production et des déplacements du produit. Le transitoire se conçoit aussi comme la réalisation finale d'un ouvrage défini. La notion du temps encadre le travail manuel en le soumettant au chronomètre. À cette notion du temps s'ajoute celui de la satisfaction devant l'ouvrage réalisé. Et c'est là que se pose le problème. Un menuisier, par exemple, est heureux d'avoir fabriqué un meuble pour une œuvre de bienfaisance. Mais se satisfait-il de son travail d'ébéniste dans un complexe sportif si, en plus d'avoir été un pion quelconque, il est aussi mal rémunéré? Donc, en première conclusion, il est strictement impossible de cloisonner les personnes humaines en contemplatifs, en intellectuels ou en ouvriers. Dans la même personne se retrouvent les trois composantes de l'activité humaine. Mais il peut se faire que soit mal naturellement, soit par l'éducation ou la formation, qu'une ou deux tendances soient prépondérantes. L'exemple de l'artiste est expressif. Il contemple son œuvre avant de penser sa réalisation, puis la réalisant, il la contemple pour appliquer des correctifs intelligents, et quand l'œuvre est achevée, il la contemple à nouveau pour l'exprimer autrement dans une œuvre nouvelle. Maintenant, nous allons aborder le travail et sa réduction à l'économique, le cauchemar du stress et du burn-out. Je suis tombé sur un très beau texte de Saint Basile de Césarée qui expliquait ceci à propos de l'obéissance au commandement de Dieu. Et ce texte est pratique. Par exemple, un forgeron occupé à façonner une hache ou une faux se souvient toujours de celui qui lui a commandé ce travail et garde dans sa pensée la grandeur, la qualité et la forme de la hache qu'il a commandée. Et toujours attentif à ce qu'il se souvient lui avoir commandé par le maître de ce travail, il dirige l'activité de ses mains de façon à ce que la forme de son œuvre concorde avec l'esprit et la volonté de son client. Mais s'il oublie ce qu'on lui a demandé, ce que l'objet doit être, il fera évidemment autre chose que ce qui lui a été commandé. Et ceci me permet déjà de situer le burn-out, ou le stress et la contemplation. C'est la même commande, mais qui commande et quel est l'esprit du client? L'économie a été souvent définie comme le combat contre la rareté et la pauvreté, le combat pour le service de la vie. Mais cette économie n'est pas moins perçue comme une course à la surconsommation, au gaspillage et à l'accroissement des inégalités. L'injection de la concurrence dans la vie économique ampute radicalement la contemplation du travail humain. Et Alain Denault, dans La médiocratie, soulignait, en réduisant le travail à une force puis à un coût, le capitalisme l'a dévitalisé. Le terrorisme en a poussé à la standardisation jusqu'à cette dernière logique. Les métiers se sont ainsi progressivement perdus. Le travail est devenu une prestation moyenne désincarnée. Ce qui ressort du système économique actuel, ce sont des objectifs en termes d'obligations, de résultats performants à 2 chiffres. Les mots liés à la perte de contemplation ou de la candeur sont le stress et le burn-out. Le travail sans contemplation, les objectifs en termes d'obligations de résultats. Lorsque nous conseillons les étudiants dans leur projet d'études, nous les orientations vers des études, des professions ou des métiers dits d'avenir, au moins au Bénin. Ce qui rime souvent avec l'absorption immédiate dans le marché du travail, l'assurance de gains conséquents et des opportunités de carrière. Est-ce que nous nous interrogeons réellement sur des études entrant vraiment dans le cadre global
du bien-être humain de l'étudiant et de tout son environnement. La mise en place des projets économiques, sociaux et politiques n'est plus du ressort de la personne comme entité individuelle et sociale, mais d'une structure, voire d'une superstructure qui définit et impose des critères. Un projet est dit beau, non pas parce qu'il est le fruit d'une réelle contemplation vue en elle-même, mais il est dit beau en fonction des retombées pécuniaires importantes et le travailleur doit se l'approprier au plus vite pour donner des résultats totalement extérieurs à lui-même. La joie et la satisfaction attendues ne lui appartiennent pas. Il ressent tout simplement un soulagement d'avoir réussi, car l'objet réalisé n'est pas le produit d'une personnalité créative, mais d'une impersonnalité productiviste. La perte de contemplation, le stress. Le stress est un vilain gros mot pour désigner la peur qui envahit toute personne qui craint d'échouer, de ne pas être à la hauteur de la confiance mise en lui. Beaucoup ne vivent plus, mais se font malmener par la peur constante de l'échec, la peur de l'emploi, la perte de l'emploi, la chute personnelle et familiale dans la précarité. La contemplation qui parcourt toute l'activité humaine, contemplation qui apporte joie, apaisement et saine émulation, se mute en gloutonnerie carriériste. La fameuse expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou qui dorment très peu » souligne le degré de peur ou de stress dans lequel l'économie concurrentielle a inscrit nos sociétés. J'ai des amis qui se levaient, qui ne dormaient, entreprenaient que 3 heures par jour. Et vous voyez bien qu'ils ont pu craquer. Et souvent, ils me disaient, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, je reprends cette expression. Je ne sais pas si c'est bien employé, mais... L'absence totale de candeur, le burn-out. Le burn-out signifie tout simplement se consumer et s'éteindre. En fait, logiquement, nous nous consumons tous. La question est de savoir si nous sommes une mèche bonne, insérée dans la bonne scie, mèche qui brûle d'une flamme paisible, constante et résolue, ou si nous sommes une mèche bonne, plus ou moins bonne, carrément mauvaise, insérée dans une scie de qualité moindre, mèche qui à coup sûr flambera et en provoquant une fonte accélérée et désordonnée de la scie. Vous avez des images. Au Bénin et probablement dans toute l'Afrique noire, certains se privent de vacances et raffolent d'amas d'heures supplémentaires. La raison qu'ils invoquent, c'est que les salaires étant bas et insuffisants, il n'y a pas de sécurité sociale en tant que telle, il leur faut jobber le plus possible pour donner un avenir à leur famille. Apparemment, peu significative en économie concurrentielle, la contemplation concourt fondamentalement à une consommation raisonnable de soi. Elle respecte la finalité de la nature humaine, être heureux. La contemplation est aussi dite activité terminale parce qu'elle est temps du repos régulier de l'esprit et du corps. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le temps de contemplation de Dieu. Et le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre. Ce fut un temps de contemplation plus prolongé. Ora et labora. Que dire des activités dites informelles, que j'appelle la bouée naturelle de survie du pauvre? Je pose ma réflexion à partir de la tontine. C'est un système propre à beaucoup de Béninois, je dirais même d'Africains, d'épailler de l'argent pour des réalisations à taille familiale ou communautaire. Tout part de la confiance, de la parole donnée, du don de sa personne et de son temps et du non-profit. Il n'y a pas concurrence, il n'y a pas de loi écrite, mais une norme naturelle reposant sur l'oralité. Et la tontine fonctionne mieux que l'épargne bancaire au Bénin.
Les autres, ils n'ont pas confiance à la banque. Surtout qu'il faut leur demander d'avoir des papiers pour aller retirer leur argent. Et quand ils veulent tout retirer, on dit non, vous ne pouvez pas tout retirer. Alors là, ils n'en veulent pas. Mais quelque part, ce système permet à beaucoup de familles dans la précarité, en se cotisant de petites sommes, de réaliser certains petits projets qui leur tiennent à cœur. Ce qu'il faut retenir de la tontine, c'est la confiance mutuelle, l'obligation de remettre sa part à la date X du mois, bénévolat du trésorier collecteur des sous. Lui aussi, il est bénévole. Et quand on vole, quand quelqu'un ne respecte pas ses engagements envers la tontine, la population est dure envers elle. Mais quand elle apprend que quelqu'un a réussi à détourner à la banque, on l'applaudit en disant oui, ils sont riches, c'est eux qui nous bouffent. D'accord, on est d'accord avec toi. Donc vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de culturel qui existe et qu'on est en train de faire disparaître et qu'il faudrait pouvoir revoir la base. L'État béninois a essayé de toutes ses forces à reconvertir la Caisse nationale d'épargne en tontine, ça n'a pas marché. Et ce que j'ai ensuite appris, c'est que la tontine n'est pas seulement une affaire d'Afrique. Nos cousins des Caraïbes l'ont chez eux et ils leur ont donné le nom Soussou. Or, le nom Soussou, ça veut dire chez nous à la fois, je ne sais pas où ils ont trouvé le nom, à la fois beaucoup et merveilleux. Donc, quand j'ai appris ça, je n'ai pas approfondi, mais c'est une connaissance béninoise et enseignant à l'université du Tennessee à New York, avec qui j'échangeais, qui m'en a parlé et qui rencontre beaucoup de ces gens et qu'ils font. Et que ça se fait même aux USA entre ceux de la Jamaïque, des pays des Caraïbes, et ils sont respectueux de ces éléments. Donc ce sont des éléments qui partent d'un fond que je ne connais pas, mais qu'il faut approfondir. En conclusion, la part économique de l'activité humaine dont l'homme a besoin est certes pour combattre la rareté et la pauvreté et pour servir la vie. Mais ce n'est ni pour accumuler indéfiniment des richesses, encore moins ramener l'activité humaine au donnant-donnant, gagnant-gagnant. L'activité humaine est avant tout nécessaire pour fuir l'oisiveté et pour donner l'exemple de la vocation humaine à la fécondité de l'esprit. Ce n'est pas dans la réalisation des œuvres, si grandes soient-elles, que l'homme tire une profonde satisfaction humaine. L'œuvre humaine ne saurait définitivement appartenir ni à la personne qui l'a conçue, ni à la communauté humaine. Je ne nie pas la valeur de la contribution et de la satisfaction personnelle, communautaire et sociétale. Mais je crois que quand on se resitue bien la place de la contemplation dans l'activité humaine, c'est de s'élever bien au-dessus de son œuvre pour contempler l'au-delà de l'œuvre, c'est-à-dire la vision béatifique. Le psalmiste invite à célébrer l'œuvre de Dieu par toute la terre et à recevoir ses sources d'inspiration de la source et à puiser la lumière dans la lumière. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you very much. Thank you, Raymond, to give us an African contribution to informal work in a positive view, and to underline that it belongs to social and family structure, and also to explore the roads of Belmont and contemplation with Saint Basil, and to invite us to be a good fire or light that burns constantly in peace
and not quickly. Thank you very much. I will take the micro to Paul for some few words in English. You did it perfectly. So I just a few words to the richness of Raymond's contribution. Of course, will not be transported by my poor abstract. Comment? But 3 points. He said, start from the beginning. He Le said, projecteur, on peut le couper parce que je l'utilise. I have lost many friends in entrepreneurial world because of stress and burnout. Second, very important, so that's the starting point, the challenge of his presentation. So the reflection about work is based on a quotation from a Franciscan monk saying one of the greatest pities of our time that we have lost the capacity, the naivety. Of course, we have surrendered naivety to technological progress, which is not a critique of the progress as such, but a warning that naivety is fundamental in human life. So he goes on with 3 points. Human activity is fundamentally rooted in contemplation, and without contemplation, the activity becomes sterile because contemplation is also imagination. And only on the basis of contemplation and imagination we can start to think in intellectual terms, and intellectualization or intellectual work is the dialogue between reality and concepts. And this dialogue is by definition imperfect, infinite, and different pieces of achievements and only intermediary positions. So in human being we have 3 layers: contemplation, intellectual activity, and manual activity. In manual activity, quoting Saint Basile, in manual activity the purpose is fundamental. So why the client that is expecting something from me, and the client is not an abstract person, is a person. So I can feel what are his needs and respond to them while working. So it is an absurdity of present economic thinking to try to carve out of the human person the manual activity, the physical activity. Because the 3, contemplation, intellectual activity, and manual activity, physical activity, are very fundamentally linked. So the final words were about burnout. Burnout, what does it mean? We are all, every day, a little bit being burned out because our life is finished. But are we good candles or bad candles? The answer has to be looked at in contemplation. Contemplation is the compass that would show what is a reasonable self-consumption. And Raymond finishes with a positive view on informality, drawing the example of tontines, which are kind of informal mutual savings and credit banks that are very deeply rooted in the tradition of African villages and groups and clans. What is the key? The key is trust, is the word. It's absolutely not bureaucratized and not formalized. There is a tension between this informal finance and the formal finance, and to the advantage of informal finance, the tontine. Tontine exists, and it's deeply informal. Tontine exists also in the Caribs under the name of Susu, which in Benin, in the local language, means a lot and wonderful. So there is something, the fact that tontine appears in many civilizations means that they draw on a common fundament that has to be researched and
and better known and better understood. The last word is that the human activity is by definition something that has to be fecund, and I add that we have been listening this morning in the gospel about the parable of the talents. It has to be fecund, which means that is well beyond exchange, which can only be efficient. Fecund means the capacity to create something which is, in French we say œuvre, and I consulted with Edouard Domaine what would be the best English word, and he said the work. But there is a nobility in the terms of œuvre that I'm not sure is exactly that is left in the term of work. So sorry for this maybe misinterpretation of Raymond's thoughts.